des populations. Investit tout ça. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Perturbation dans l'enseignement supérieur. Le SAES décrète un débrayage de 48 heures renouvelable. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur exige de l'État le respect de tous ses engagements. Moussa Sen. Ils se sont enfermés plus de 3 heures dans une salle pour échanger sur les problèmes qui gangrènent leur secteur. Au sortir de ce huis clos, les membres du syndicat autonome de l'enseignement supérieur se sont adressés à la presse. Ils dégagent toute responsabilité quant à l'accueil des nouveaux bacheliers. Ndiaga Diouf est le coordonnateur du SAES section Dakar. Nous n'avons pris donc aucun engagement concernant cette question de l'orientation des nouveaux bacheliers. Mais la coordination du SAES Campus de Dakar souhaite le respect de la loi 94-79, notamment à son article 74, l'article 14, donc, qui parle de tenir compte de la capacité d'accueil des universités. Entre autres points, ils réclament à l'État du Sénégal leur argent. On est au regret de constater qu'il y a des sommes dues qui n'ont pas été payées, alors que les collègues ont eu à honorer leur charge de travail. Donc on est dans l'attente du paiement des sommes dues. Le SAES a décrété un débrayage de 48 heures renouvelable, un mot d'ordre qu'il compte maintenir jusqu'à la satisfaction totale de ses revendications. Et puis les étudiants de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire sont dans tous leurs états. Ce lundi, ils se sont rassemblés pour dénoncer les difficiles conditions de vie auxquelles ils sont confrontés. Edmond Onedje, leur porte-parole au micro de Moussa Sen. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, elle est critique, pénible, parce que c'est quand même incompréhensible que 15 États se réunissent pour organiser ça, j'appelle ça de la pagaille. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous envoyez des étudiants, que vous avez sélectionnés selon les mérites. C'est-à-dire, il peut être pauvre comme riche. Vous envoyez les étudiants d'un pays qu'ils ne maîtrisent pas d'ailleurs et vous les demandez de se débrouiller. Je pense que le minimum à offrir à un étudiant, c'est où dormir d'abord. Le prix du loyer à Dakar est très élevé. La moyenne des bourses que nous percevons ici, ça tourne aux environs de 57 000 francs. Pendant qu'au quartier, on te demande de payer 115 000 francs. Sans compter le fait que tu dois manger et autres, on veut que tu payes 115 80 000 francs. Nous allons faire comment? Il faudrait qu'ils prennent conscience et qu'ils prennent des décisions qui vont améliorer et la condition des étudiants et aussi l'administration. Parce que là, sans qu'ils ne réagissent, je pense qu'on ne peut pas reprendre les cours quand même. Le groupe scolaire Assalar de Ouagouniaï 2 a réuni ce lundi élèves, parents et enseignants pour une cérémonie de levée des couleurs, occasion saisie par la direction pour rappeler aux enseignants leurs devoirs. Fatou Bintou Diouf a préparé la cérémonie. Symboles ont une importance capitale pour l'école Assalar 6 à Ouagouniaï 2. En présence des élèves, parents, enseignants et des autorités, l'école organise chaque lundi une cérémonie de levée des couleurs. Cette levée des couleurs, c'est depuis presque des années. C'est une tradition ancrée au niveau de Assalar ici, que nous organisons avec les parents d'élèves, les élèves, le personnel, les professeurs. Et qui se passe vraiment dans le respect de la tenue et des rangs. Chaque premier lundi du mois, que dans les institutions, dans les services, mais également dans les établissements scolaires, se tiennent des cérémonies de levée de couleurs qui servent de prétexte pour inculquer des valeurs citoyennes aux Sénégalais de manière générale, mais aux enfants, aux élèves de manière particulière. L'école Assalar a été désignée, ça je crois que c'est un honneur pour Biscuiterie, un honneur pour l'école de toute l'école Biscuiterie, un honneur pour nous tous, parents,
d'élèves et membres de cette société-là. L'éducation, un levier important, un message est lancé par les autorités à l'endroit des enseignants. Et je crois que c'est la chose la plus importante, la formation, et nous allons tout faire et ne ménager aucun effort pour essayer d'aider les élèves et l'école. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les dotations n'ont pas encore été données et je pense qu'on va s'y atteler pour régler un certain nombre de problèmes dans la mesure du possible. Nous avons la chance dans ce pays-là d'avoir déjà transcendé ces questions primaires que d'autres pays connaissent, à savoir les questions de formation de la nation. C'est quand même des acquis au Sénégal. Cette chance-là doit être capitalisée et aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est former des Sénégalais capables de pouvoir agir, de pouvoir travailler pour qu'au finish, les dividendes qui devraient être tirés donc de ces actions, de ces activités, puissent porter le développement du pays. La cérémonie des levées des couleurs est l'une des mesures prises par le président Macky Sall dès son accession à la magistrature suprême. Une cérémonie qui sert à inculquer et à développer les valeurs de la République chez les élèves, selon le directeur de l'école Aslar. À l'éducation pour parler de cet incendie au marché Petersen. Une cantine de pièces détachées est partie en fumée. Les dégâts sont estimés à plus de 15 millions de francs. L'origine du sinistre reste pour le moment inconnue. Quelques réactions dans ce workshop réalisé par Moussa Sen. J'ai perdu plus de 15 millions avec cet incendie et je ne sais même pas ce qu'elle a causé. En tout cas, j'ai vu que le feu prenait, on a essayé de l'éteindre, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas y arriver et qu'on risquait de se faire brûler. Et c'est là qu'on a appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont venus très rapidement et heureusement, ils ont pu maîtriser le feu, mais on a perdu énormément d'argent. Mais Dieu merci parce qu'il n'y a pas de perte en vies humaines. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisation dans ce marché. Et tant que ça continue comme ça, il y aura toujours des incendies. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, sans l'aval de personne, sans se soucier des autres. C'est pour ça qu'il y a toujours des incendies dans ce marché. Prenons l'exemple de cet incendie. Tout est parti d'un fourneau. Les gens étaient en train de préparer le thé. Et tout est parti de là. Alors, il va falloir réorganiser. La seule chose que je pouvais faire, c'est alerter les sapeurs-pompiers et je l'ai fait. Je pense qu'il y a eu un court-circuit avec les compteurs et les fils qui sont branchés un peu n'importe comment. Et là, nous avons eu énormément de difficultés pour sortir ce qui était dans la cantine, car il n'y a pas d'espace dans ce marché. Vous avez vu la construction. Ce que nous voulons, c'est l'aide de l'État. Que l'État vienne en aide à ces commerçants qui sont dans des difficultés. C'est aux environs de 13 heures que les sapeurs-pompiers ont été alertés d'un début d'incendie au Petersen. Selon le lieutenant Cheikh Omar Sarr, les soldats du feu ont très vite répondu présent. Ils ont ainsi pu maîtriser le feu. Le lieutenant Cheikh Omar Sarr est interrogé par Moussa Sen. Le lundi 4 novembre 2019, les sapeurs-pompiers de Malixi ont été alertés à 13h23 pour un feu de cantine à Petersen. Il s'agissait exactement d'un feu intéressant. Une dizaine de cantines contiguës au bureau des transporteurs du marché de Petersen. Donc pour arriver à bout de cette intervention, il y a une extinction complète à 14h45. Les difficultés que nous avons rencontrées lors de cette intervention ont d'abord été des difficultés d'accès. Mais aussi un déficit d'hydrant sur les lieux. Quand on parle d'hydrant, c'est-à-dire les poteaux d'incendie ou bien les bouches d'incendie. Mais aussi un non-respect des règles d'implantation des cantines ici au niveau du marché Petersen. C'est ce qui a rendu quand même un peu difficile notre intervention. Colère des populations de l'unité 4 des HLM Keur Massar. Elles dénoncent un manque de considération de SNHLM qui leur a vendu un site inondable et qui ne fait rien pour les débarrasser des eaux. Et cette situation lourde de danger dure depuis des mois, nous dit Najib Sagna. C'est dans la colère et l'inquiétude que les populations de l'unité 14 de Keur Massar ont manifesté pour dénoncer la situation dans laquelle elles vivent. Voilà des mois qu'elles sont coincées dans l'eau, dans un quartier pourtant affecté par la SNHLM, pilotée par l'État du Sénégal. L'inondation a rendu la vie difficile aux populations. On a investi tout ce que nous avons. Mais il y a des enfants qui sont à l'intérieur des maisons, qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des vieilles dames qui ne peuvent pas se promener, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. On est des prisonniers en quelque sorte. Et à cause de qui? De la SNHLM, qui nous a vendu des terrains qu'on appelle les parcelles assainies, sans assainissement.
Les populations demandent à l'État de réagir très vite afin de changer la situation. Elles mettent en garde le gouvernement. Comment on peut laisser des populations vivre pendant 2 mois dans l'eau, mélangés avec des produits de fosse septique, et ils ne passent même pas. Les SNHM qui sont à l'origine, ils ne passent même pas pour voir. Ils devraient être actuellement non conseillés, mais on ne les voit même pas. Ils ont disparu. Aucune autorité n'est présente ici. Nos enfants actuellement sont malades, ça je ne vous le cache pas. Il y a des poissons, il y a des serpents à l'intérieur de l'eau. Et nous ne sommes pas de l'opposition ni du pouvoir, nous sommes simples citoyens. On peut se dire même qu'on est de la société civile. Ils n'ont qu'à venir régler notre problème. Nous sommes dans l'Indian. Plusieurs unités souffrent dans la commune de Keur Massar. L'inondation a fini de rendre la vie difficile dans ces quartiers. Keur Massar n'a eu un téléviseur Fodil. Ndindi manque presque de tout. Cette commune qui polarise 43 villages est dépourvue d'infrastructures de base. Regroupées dans une structure dénommée And Defar Ndindi, ces populations rappellent à Macky Sall ses promesses et dénoncent l'incompétence des autorités municipales. Mamadou Makhtar Sarr à Ndindi. Le département de Diourbel qui polarise 43 villages est confronté à un manque criant d'infrastructures de base. Les populations regroupées autour d'une structure dénommée And Defar Ndindi ont fait face à la presse pour exprimer leur calvaire. Nous souffrons de tous les maux. Nous avons des problèmes liés à la distribution de l'eau, dont la qualité laisse à désirer. L'eau de Ndindi est très salée. Ce n'est pas bon pour la consommation. On parle d'une commune où tous les villages ont de l'eau. Moi je dis que c'est faux. Il y a des villages qui n'ont pas encore de robinet. Même les puits ne sont pas sécurisés. Dans le secteur de l'éducation, nous notons l'inexistence de lycée à Ndindi. Donc nos élèves, quand ils quittent le collège pour aller au lycée, ils courent d'énormes problèmes. Parfois même c'est des causes d'abandon de l'éducation. Nous notons aussi que les écoles primaires de Ndindi, la plupart des écoles ne sont pas clôturées. Donc il y a point de sécurité dans ces écoles-là. Nous exigeons la route Diourbel-Ndindi-Darou-Mousty dans les plus brefs délais. Parce que c'est une doléance de la population de Ndindi. Mais cette route ne va pas seulement servir les intérêts de la population de Ndindi. Il y a la délocalisation du marché. Ça a été fait de manière unilatérale, sans concertation avec les acteurs. Et le site où on a délocalisé le marché est inapproprié. Ce n'est pas digne d'un marché. Tous les grands commerçants refusent actuellement de venir à Ndindi. Dans notre commune, il n'y a que 10 villages où vous pouvez voir des poteaux électriques sur 43. Et j'ai bien dit où vous pouvez voir des poteaux électriques. Parce qu'il y a des villages où il y a des poteaux depuis 2 ou 3 ans, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas d'électricité. Ces populations de Ndindi qui rappellent au président de la République Macky Sall ses engagements ont aussi condamné avec la dernière énergie le comportement des autorités municipales qui, selon elles, ont montré leurs limites. C'est que nous avons assez de cette municipalité-là. Qu'on le dise. Ils ne travaillent pas pour nous, et ils disent partout tout va bien alors que tout est mal, rien ne va. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Louga, le mouvement Doli lance une mutuelle d'épargne et de crédit dénommée Doli Com. C'est Mamadou Mamour Diallo, leader du mouvement, promet d'accompagner ce projet destiné à ses militants. C'est une correspondance signée Omar Kairé. 94 milliards. D'ailleurs, bu ngeen seetloo Louga rek laa koy waxe ndax ma bu ma tëddee damay nelaw ba yandoor. Vous-même, vous constatez que ce n'est qu'à Louga que j'évoque cette question de 94 milliards. Parce qu'en réalité, cette affaire ne m'empêche pas de dormir à point fermé. J'en parle aujourd'hui parce que j'ai de la peine pour vous, vous mes partisans, qui souffrent à cause de tous ces mensonges. Mais je voudrais vous rassurer, ne vous inquiétez pas et ne vous faites pas de soucis par rapport à ce problème. Car ce qui devait se faire l'a été et ce qui devait se dire a été dit. Il ne reste plus que la dernière décision qui revient à la justice. La justice apportera toute la lumière requise pour que nul n'en ignore. Il y a certains qui occupent les médias au quotidien pour raconter des mensonges sur ma personne, il faut les laisser parler car cela démontre qu'ils ont peur. De toute façon,
la vérité finira toujours par triompher. ñu wuti wàllu Chine wala ñu woy waa Pakistan waaye li leer ba leer mooy dëgg rek mooy mujj. Affaire des 94 milliards, Mamadou Mamour Diallo rassure ses militants. Pour l'ancien directeur des domaines, c'est désormais à la justice de faire la lumière dans ce dossier. Mamadou Mamour Diallo est interrogé par Omar Kairé. Le président du mouvement Dolly a procédé au lancement officiel de la mutuelle d'épargne et de crédit Dollycom destinée aux femmes du dit mouvement. Après les avoir organisés en une centaine de GPF et les former en métiers et éducation financière, ces dames sont parvenues à mobiliser des centaines de millions à travers la domestication de l'épargne. Pour Mamadou Mamour Diallo, l'heure est donc venue de franchir un nouveau palier en mettant sur pied cette structure financière. Une manière également d'entrer en droite ligne avec la politique du chef de l'État qui a choisi l'économie sociale et solidaire parmi les 5 grandes initiatives nationales du plan d'action prioritaire 2019-2023. kees yi baax na parce que niñ ko defaree mooy da ngay dem set menuisier métallique bi jox ko fay ko nangam mu defal la. La pratique de la domestication de l'épargne est une bonne chose, mais pour des raisons de sécurité et d'organisation, nous devons dépasser cela. C'est pourquoi nous avons décidé de fédérer toutes ces caisses d'épargne du mouvement Dolly en mettant sur pied cette mutuelle d'épargne et de crédit. Les femmes du mouvement seront toutes des membres à part entière. En ce qui me concerne, je vais vous accompagner parce que j'ai des amis et des mécènes disposés à m'aider. Notre vision, c'est de créer une économie solidaire entre les femmes du mouvement Dolly afin qu'elles soient autonomes. Entre les femmes du mouvement Dolly, Issa Hassal, vice-coordonnateur du mouvement Dolly, est nommé à la tête du conseil d'administration de la mutuelle lors de cette assemblée générale constitutive. En attendant l'acquisition de l'agrément, le bureau élu va provisoirement démarrer ses activités. Dans un conseil de surveillance, nous allons surveiller les équipes de gestion. Il y aura un conseil de surveillance et un comité de crédit. Nous sommes en train de chercher un siège dans la ville et bientôt le travail va provisoirement démarrer en attendant la sortie de notre agrément parce que nous sommes des légalistes. Le temps que ce agrément dégaine parce que moi, je suis quelqu'un de légaliste. Le président du mouvement Dolly a aussi annoncé la mise en place prochaine d'un centre de formation aux petits métiers à Louga. Omar Kairé, Louga, Walfadjiri. En cette veille de Mawlud, Thiès vit au rythme des bourdes populaires. Les fidèles tidjanes ont pris d'assaut la promenade des Thiessois pour assister à ces moments de prière et de communion. Ibrahim Ndiaye pour plus de détails. Toutes nos excuses, je vous le disais tantôt, en cette veille de Mawlud, Thiès vit au rythme des bourdes populaires. Les fidèles tidjanes ont pris d'assaut la promenade des Thiessois pour assister à ces moments de prière et de communion, nous dit Ibrahim Ndiaye. La nationalité de l'équipage n'ont pas été... Comme ça se fait présentement au niveau de la stériliseuse de Tivavone depuis mardi 29 octobre avec le récital des bourdes pour chaque nuit par les fidèles. Pendant 10 jours, la capitale du rail n'est pas en reste. Partout, ce sont des bourdes populaires qui sont organisées par les fidèles talibés cheikhs. Cette fois-ci, un bourde populaire a été organisé à la promenade de Thiessois. Ça a été un sublime moment de grâce, mais aussi de retrouvailles et de communion populaire. Partout au niveau de Thiès, dans les mosquées et quartiers, ce sont de grands moments d'effervescence, de moments forts qui permettent aux fidèles de la communauté tidjane d'exalter l'œuvre de l'imam Mohamed Bouchiri, des séances de prière et d'hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Initié au début du 19e siècle par Seydi Hadji Malick Sy à Tivaouane, ce rituel a été décentralisé au fil des années
partout dans le pays et le cachet populaire est devenu une tradition. À Thiès, c'est dans les quartiers et mosquées que cela se fait pour faire vivre à tout le monde la période du Maoulid et pour amener les fidèles à prendre comme référence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Thiès, Walfadjri Radio TV. Ibrahim Ndiaye, Mourad Sarr. Issa Tine a visité le Bénin et l'Irak dans sa page internationale qui met un terme à ce journal. Suivons le récit. Au Bénin, une compagnie maritime norvégienne a annoncé l'enlèvement de 9 de ses employés sur l'un de ses navires alors qu'ils étaient amarrés au large des côtes du pays. Hugues a révélé que le cargo le Bonita a été attaqué samedi dernier par des pirates à environ 15 km de la côte. Selon lui, l'identité et la nationalité de l'équipage n'ont pas été rendues publiques pour des mesures de sécurité. En revanche, la compagnie maritime a déclaré que le reste de l'équipage avait transféré le navire au port de Cotonou au Bénin, alors que la piraterie a diminué dans le monde entier. Le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest reste connu pour les enlèvements par des groupes armés. Ces derniers demandent généralement des rançons pour le retour en toute sécurité des victimes. Plusieurs enlèvements ont été signalés dans la région au cours des derniers mois, dont 8 membres de l'équipage d'un navire appartenant à des Allemands au large du Cameroun. Les forces irakiennes ont tiré sur les manifestants à Bagdad après une nuit de violence près du consulat irakien à Kerbala dans le sud du pays où la désobéissance civile paralyse routes, infrastructures pétrolières et administrations. Ce lundi, pour la première fois depuis la reprise le 24 octobre de la contestation, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui avançaient vers le siège de la télévision d'État à Bagdad. Plusieurs personnes ont été blessés de sources médicales et policières. La mobilisation a été marquée depuis son début le 1er octobre par la mort d'environ 270 personnes, principalement des manifestants. Et hier nuit, encore 4 manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient d'incendier la représentation diplomatique de l'Iran, pays voisin et grand parrain de la politique irakienne, à Kerbala, ville sainte chiite située à 100 km au sud de Bagdad par des millions de pèlerins iraniens. Washington a placé ce lundi sur sa liste noire 9 membres de l'entourage du guide suprême iranien Ali Khamenei qui occupe des postes dans plusieurs institutions clés du pays. Une annonce faite par le Trésor américain à l'occasion du 40e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Cette mesure réduit encore davantage la capacité du guide suprême à mettre en œuvre sa politique de terreur et d'oppression. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué a rappelé que les États-Unis ont annoncé jeudi dernier un renforcement ciblé de leurs sanctions contre l'Iran en visant le secteur du bâtiment que Washington a déclaré lié aux gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Issa Tine, merci à vous. C'est d'ailleurs avec votre page internationale que ce 20h referme ses volets. Merci à vous, mes auditeurs, mes téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et son équipe dans la 4e et dernière partie de votre rendez-vous d'information, l'édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous. يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله. Après vous avoir offert en direct le